Doña Esperanza avait 68 ans lorsque sa fille la trouva assise au bord de son lit à 2 heures du matin, la main sur la poitrine, le visage empreint de confusion, un regard qui glaça le sang de toute la famille. Ce n'était ni une crise cardiaque ni une chute. C'était une habitude que Doña Esperanza avait prise magistralement depuis 40 ans, sans se douter qu'avec le temps, ce geste était devenu une menace silencieuse pour son cœur, ses reins et ses artères. Elle avait bu un grand verre d'eau froide, rien d'autre, juste avant d'éteindre la lumière. On lui avait toujours dit que c'était ce qu'il y avait de plus sain au monde. Et à cet instant précis, son cœur réagissait par une légère arythmie, ses reins travaillaient à un rythme anormalement élevé, et sa tension artérielle avait grimpé en flèche d'une manière que son médecin ne put expliquer jusqu'à ce qu'elle mentionne elle-même, presque par hasard, ce verre d'eau du soir. Lorsque le cardiologue a entendu cela, il s'est arrêté, a posé son stylo sur le bureau et a dit « Doña Esperanza, il faut que cela cesse ce soir. Bonjour, je suis le docteur Carlos et chez Bienestar Mayor, Bien-être des aînés, nous aidons les adultes de plus de 60 ans à prendre leur santé en main grâce à des informations cliniques claires et concrètes, sans que vous ayez à dépenser 1 centime de plus en compléments alimentaires ou médicaments inutiles. Ce que vous allez entendre n'est ni une légende urbaine, ni un conseil de blog sans fondement scientifique. Il s'agit d'une réalité physiologique que la plupart des médecins généralistes n'ont pas le temps d'expliquer en 15 minutes de consultation et qui a des conséquences directes sur votre cœur, vos reins et vos vaisseaux sanguins pendant votre sommeil. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai un protocole entièrement gratuit, sans pilule, sans appareil, sans bouleversement de votre mode de vie que vous pourrez commencer dès ce soir. Mais d'abord, il est important de comprendre pourquoi boire de l'eau plate d'une certaine manière avant de se coucher peut être l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus dangereuses commises par les personnes de plus de 60 ans. Restez avec moi, car ce qui suit va changer votre perception d'une pratique que vous pensiez totalement inoffensive. Il existe une règle fondamentale qui régit tout ce qui se passe dans le corps d'une personne de plus de 60 ans pendant son sommeil. Si vous l'ignorez, vos choix nocturnes auront des conséquences néfastes sur votre santé sans même que vous vous en rendiez compte. Cette règle est appelée le principe de la charge de travail nocturne rénale et cardiovasculaire et peut se résumer ainsi. Après 20 heures, le corps humain mature commence activement à se préparer à un processus de réparation profonde qui repose sur une réduction progressive de la charge de travail cardiovasculaire et rénale. Le rythme cardiaque ralentit. Les reins diminuent la production d'urine grâce à une hormone appelée vasopressine ou ADH, hormone antidiurétique, dont le taux augmente naturellement la nuit. La pression artérielle chute selon un profil que les cardiologues appellent le dipper, c'est-à-dire qu'elle diminue de 10 à 20% pendant le sommeil profond. Cette baisse est essentielle. Il s'agit d'un mécanisme de protection cardiovasculaire qui répare la paroi interne des artères, permet aux muscles cardiaques de se reposer et aux reins de filtrer le sang avec une pression mécanique moindre. Lorsqu'un élément perturbe ce processus, le prix à payer pour un organisme de plus de 60 ans est bien différent de celui payé par un organisme d'une trentaine d'années. Il est beaucoup plus élevé. Et un simple verre d'eau consommé au mauvais moment et de la mauvaise manière peut précisément constituer cette perturbation. Or, derrière cette erreur courante se cachent 3 dangers spécifiques et distincts que la plupart des gens ignorent. Boire de l'eau froide n'est pas la même chose que boire de l'eau à température ambiante. Boire de grandes quantités n'est pas la même chose que siroter lentement. L'eau pure n'est pas la même chose que l'eau additionnée d'un ingrédient qui modifie complètement son effet sur votre organisme. Nous allons examiner ces 3 dangers un par un, du moins évident au plus critique. Pour chacun d'eux, je partagerai le témoignage d'un patient, j'expliquerai précisément ce qui se passe dans votre corps au niveau cellulaire et je proposerai une solution alternative gratuite pour y remédier. Commençons par le 3e danger majeur, celui que la plupart des gens négligent car il semble totalement inoffensif. Le 3e danger majeur est l'effet de dilution nocturne du sodium ou hyponatrémie nocturne légère. Pour le comprendre, imaginez votre sang non pas comme un liquide, mais comme une soupe. Une soupe dont la concentration en sel, minéraux, protéines et glucose doit être maintenue dans une fourchette très précise pour que vos cellules fonctionnent. Chez les jeunes, les reins ont une capacité extraordinaire à ajuster cette concentration quasiment en temps réel.
Ils peuvent éliminer l'excès d'eau, retenir le sodium, équilibrer le potassium, le tout en quelques minutes. Mais après 60 ans, cette capacité d'ajustement diminue considérablement. Les néphrologues, spécialistes des reins, ont un terme pour cela, le déclin du débit de filtration glomérulaire lié à l'âge. En termes plus simples, cela signifie que vos reins réagissent moins vite aux variations soudaines de la composition sanguine. Imaginez maintenant que juste avant de vous endormir, alors que votre corps ralentit déjà ses mécanismes d'ajustement pour se préparer au sommeil, vous buviez une grande quantité d'eau pure, sans minéraux, sans sodium, sans rien. Cette eau pénètre dans le sang et dilue la concentration de sodium dans le plasma. Elle ne l'élimine pas, elle la dilue simplement. Et ce sodium dilué envoie des signaux contradictoires au cerveau. Le cerveau interprète une chute du taux de sodium plasmatique comme une alerte vasculaire. Il active le système nerveux sympathique, responsable de la réponse au stress, ce qui déclenche une libération faible mais significative d'adrénaline et de cortisol pendant la nuit. Le cœur, qui devrait ralentir pour favoriser un sommeil réparateur, reçoit au contraire un signal d'alerte. La pression artérielle, qui devrait diminuer pour atteindre son niveau nocturne protecteur, reste élevée, voire augmente légèrement. En cardiologie, on parle alors de profil non-deeper ou deeper inversé, associé à un risque cardiovasculaire nettement plus élevé. Une étude de 2019, publiée dans le Journal of Hypertension et menée par des chercheurs de l'Université de Maastricht aux Pays-Bas, a révélé que les adultes de plus de 65 ans présentant un profil non-deeper nocturne avaient 34% plus de risque de subir un accident cardiovasculaire majeur, tel qu'un infarctus ou un AVC, que ceux dont la pression artérielle suivait le profil deeper normal. Parmi les facteurs contribuant à ce profil non-deeper figurait la consommation de liquides sans électrolytes dans l'heure précédant le coucher. Don Aurelio, un homme de 71 ans originaire de l'État de Mexico, est venu me consulter pour un problème qui avait déconcerté 2 médecins auparavant. Il se levait 2 ou 3 fois par nuit pour uriner, arrivant aux toilettes les jambes tremblantes, et le matin, il se réveillait si épuisé qu'il lui fallait attendre 11 heures pour être en état de fonctionner. Sa tension artérielle matinale, prise à jeun, était systématiquement plus élevée que sa tension artérielle de l'après-midi, un signe d'alerte. Son précédent médecin lui avait prescrit un diurétique supplémentaire, pensant qu'il s'agissait de rétention d'eau. Mais lorsque je l'ai interrogé en détail sur sa routine du soir, il s'est avéré qu'Aurelio buvait exactement 500 millilitres d'eau froide, rien d'autre, suivant une routine de santé qu'il avait vue dans une vidéo YouTube. On lui avait expliqué que s'hydrater avant de se coucher protégeait les reins. Et cette explication contient une part de vérité, mais une part dangereusement incomplète. Je lui ai demandé de remplacer son verre d'eau par 250 millilitres d'eau tiède avec une pincée de sel marin pendant 2 semaines et de la boire 45 minutes avant le coucher et non juste avant de s'endormir. La 3e semaine, Don Aurelio est arrivé au cabinet transformé. Il ne se levait plus qu'une fois par nuit. Sa tension artérielle matinale avait baissé. Et sa fatigue matinale avait nettement diminué. Rien d'autre n'avait changé, à part ce verre d'eau. L'alternative gratuite à ce danger, c'est ce que j'appelle l'hydratation nocturne enrichie en minéraux. Et c'est tellement simple que ça en paraîtra presque ridicule. Au lieu d'eau plate, buvez une petite quantité d'eau tiède, pas plus de 200 à 250 millilitres, avec une pincée, et quand je dis pincée, j'entends moins d'un quart de cuillère à café, de sel marin ou de sel de l'Himalaya. Cela apporte à l'eau une petite quantité d'électrolytes, ce qui empêche la dilution du sodium dans le sang, ne surcharge pas les reins et envoie au cerveau le bon signal pour que le système nerveux se détende au lieu d'être surstimulé. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau de coco nature, non sucrée, qui contient naturellement du sodium, du potassium et du magnésium dans des proportions optimales pour le corps la nuit. Je n'invente rien. Tout cela était bien documenté. Une étude de l'Université de Barcelone, publiée dans la revue Nutrient en 2021, a comparé l'hydratation avec des électrolytes avant le coucher à l'hydratation avec de l'eau pure. Les résultats ont montré que les personnes âgées qui consommaient une petite quantité de liquide contenant des électrolytes naturels avant le coucher présentaient des taux de vasopressine nocturne plus stables, moins de réveils nocturnes pour uriner et de meilleurs marqueurs de récupération cardiovasculaire au lever du jour. Zéro coût, zéro risque, résultats immédiats. Passons maintenant au 2e point.
Et c'est le danger qui m'inquiète le plus car il affecte directement le foie, l'organe qui travaille le plus pendant votre sommeil et qui souffre le plus lorsqu'on lui envoie un mauvais signal juste avant le début de son activité nocturne. Ce deuxième danger majeur est appelé l'effet de la charge glycémique réactive nocturne. Je sais que cela peut sembler ne concerner que les personnes diabétiques, mais je vous invite à rester car cela vous affecte même si votre glycémie à jeun est parfaitement normale. Permettez-moi de vous l'expliquer avec une image que vous n'oublierez pas. Imaginez que votre foie est une usine qui fonctionne en deux équipes. Pendant la journée, lorsque vous mangez et bougez, le foie travaille en phase de traitement. Il reçoit le glucose des aliments, le transforme en glycogène pour le stocker, métabolise les graisses et filtre les toxines de tout ce que vous mangez et respirez. Mais de 22 heures à 2 heures ou 3 heures du matin environ, le foie passe en phase de maintenance profonde. Il régénère ses propres cellules, métabolise le cholestérol, synthétise des protéines de réparation et élimine les déchets métaboliques de la journée. Ce changement de rythme nécessite des taux d'insuline bas et stables. Il requiert le repos du pancréas. Il requiert une baisse progressive de la glycémie jusqu'à son niveau le plus bas de la journée, soit environ 70 à 85 mg par décilitre, ce qui est parfaitement normal et sain pendant le sommeil profond. Aujourd'hui, beaucoup de personnes de plus de 60 ans ne se contentent plus de boire de l'eau avant de se coucher. Elles y ajoutent quelque chose, un peu de miel parce qu'on leur a dit que c'était bon pour la gorge, un verre de jus de fruits parce qu'elles le croient naturel et sans danger, du thé sucré parce que sans sucre, le thé n'a aucun goût, un verre de lait avec du Milo ou de l'Ovaltine parce qu'on leur a appris, enfant, que cela leur donnait de la force. Même sans rien ajouter à leur eau, beaucoup de personnes de plus de 60 ans souffrent d'une résistance à l'insuline légère, une condition dans laquelle le pancréas doit produire plus d'insuline que la normale pour faire pénétrer la même quantité de glucose dans les cellules. Et lorsque cette personne boit une boisson, même à faible indice glycémique, juste avant de se coucher, le pancréas réagit par un pic d'insuline au pire moment, précisément lorsque le foie a besoin d'un faible taux d'insuline pour son travail de régénération nocturne. Une étude publiée dans Diabetes Care en 2020, menée par des chercheurs de l'Université de Chicago et de la faculté de médecine Feinberg de Northwestern Medicine, a suivi les niveaux d'insuline nocturne chez des adultes âgés de 60 à 78 ans à l'aide de capteurs de glucose en continu pendant 30 nuits. Les chercheurs ont constaté que les participants ayant consommé une boisson contenant plus de 5 grammes de glucides simples dans l'heure précédant le coucher présentaient des pics d'insuline retardant l'entrée en sommeil profond de 47 minutes en moyenne, augmentant la production de cortisol nocturne de 28% et réduisant l'activité des enzymes de réparation hépatique de 31%, comme l'ont montré les marqueurs sériques mesurés le lendemain matin. Ce n'est pas un détail. Un foie qui ne régénère pas correctement ses cellules, nuit après nuit, pendant des années, vieillit plus vite, accumule plus facilement les graisses, métabolise moins efficacement le cholestérol et épuise l'énergie vitale nécessaire pour se réveiller en pleine forme. Doña Rosario avait 66 ans et vivait à Guadalajara lorsqu'elle se rendit chez le médecin. Ses analyses de sang révélaient ce que son médecin qualifiait de stéatose hépatique de grade 1 et un taux de triglycérides passé de 140 à 210 en moins de 2 ans, sans qu'elle ait modifié son alimentation de façon significative. Elle ne buvait pas d'alcool. Son alimentation était relativement saine. Elle marchait 3 fois par semaine, mais elle avait un rituel du soir qu'elle décrivait avec une innocence totale. Chaque soir, avant de s'endormir, elle buvait un verre de jus d'orange frais, car sa mère lui avait toujours dit que la vitamine C était essentielle à son système immunitaire. Un verre de jus d'orange contient entre 20 et 25 grammes de fructose et de glucose. Pour un foie de 66 ans présentant une résistance à l'insuline naissante, ce verre de jus du soir était comme mettre en marche tous les brûleurs d'une usine au moment même où le chef d'équipe tentait d'effectuer la maintenance des machines. Le foie de Doña Rosario ne pouvait plus se régénérer correctement car il était mobilisé par la gestion de l'hyperglycémie. L'excès de fructose que son foie ne parvenait pas à métaboliser se transformait nuit après nuit en triglycérides et en fines gouttelettes de graisse qui s'accumulaient dans ses hépatocytes. Je lui ai conseillé d'arrêter de boire du jus le soir et de le remplacer par ce que je décrirai plus loin.
En 4 mois, son taux de triglycérides a chuté à 155 et l'échographie de contrôle a révélé une amélioration de l'échogénicité hépatique. Sans médicaments, sans changement radical. Juste cette petite modification quotidienne. L'alternative sans frais à ce second danger est ce que j'appelle le protocole de la fenêtre métabolique protégée. La règle est simple, mais exige de la constance. Aucune boisson à indice glycémique, même minime, dans les 2 heures précédant le coucher. Si vous avez soif, buvez de l'eau tiède, nature ou avec un peu d'électrolyte, comme je l'ai déjà expliqué. Si vous avez l'habitude de boire une tisane le soir, assurez-vous qu'elle soit sans sucre ni miel et qu'elle ne stimule pas excessivement le système digestif. La camomille, le gingembre doux ou la valériane, sans sucre, sont les meilleures options pour le soir. Si vous ressentez un besoin de sucrer avant de vous coucher et que cette envie persiste, c'est un signe clinique que votre contrôle glycémique diurne peut être amélioré. Parlez-en à votre médecin. Mais la première étape, sans frais ni risque, consiste simplement à protéger ces 2 heures nocturnes de toute charge glycémique. Cela permet au foie d'effectuer pleinement sa phase de maintenance, c'est-à-dire la phase au cours de laquelle il se régénère, se purifie et vous prépare à affronter le lendemain avec une énergie véritable. Je voudrais faire une petite pause ici car je voudrais savoir si cela vous parle. Si vous ou un membre de votre famille avez plus de 60 ans et vous réveillez fatigué, le matin malgré une nuit de sommeil suffisante, si vous souffrez d'hypertension ou d'hypertriglycéridémie qui ne diminue pas avec un régime, si vous vous levez plusieurs fois par nuit pour uriner, écrivez « oui » dans les commentaires. Cette fatigue matinale, cette tension artérielle persistante, ce sommeil perturbé n'ont souvent pas de cause magique ou mystérieuse. Bien souvent, cela est lié à ce qui se passe pendant cette période critique entre les 2 dernières heures avant le coucher et les premières heures de sommeil profond. Et l'eau, cet élément que l'on a toujours considéré comme universellement bénéfique, pourrait bien être le principal obstacle à votre récupération nocturne si vous ne savez pas comment et quand vous hydrater. Et nous voici face au plus grand danger. Le numéro 1, celui qui, d'après ma pratique clinique de plus de 20 ans, a causé les dommages les plus silencieux chez les personnes de plus de 60 ans, et celui que j'ai mis le plus de temps à comprendre pleinement car il exige une connaissance approfondie d'un sujet que la plupart des médecins généralistes n'ont pas le temps d'aborder en consultation, la physiologie du rein vieillissant en lien avec la température et le volume liquidien nocturne. Il s'agit d'un système cardio-rénal, ce qui signifie qu'il implique simultanément le cœur et les reins dans un mécanisme de compensation qui, lorsqu'il se déséquilibre la nuit, a des conséquences qui s'accumulent silencieusement pendant des mois, voire des années, jusqu'à se manifester par une crise imprévue. Pour comprendre ce danger plus important, il faut d'abord comprendre ce qu'est le système rénine-angiotensine-aldostérone ou SRAA. C'est le système hormonal le plus puissant de l'organisme pour la régulation de la pression artérielle et du volume hydrique. Son fonctionnement est simple. Lorsque les reins détectent une baisse de la pression artérielle ou une diminution du volume sanguin, ils sécrètent une enzyme appelée rénine. La rénine active une cascade hormonale qui aboutit à la production d'angiotensine 2 qui provoque la vasoconstriction et augmente ainsi la pression artérielle, et d'aldostérone qui signale aux reins de retenir le sodium et l'eau pour augmenter le volume sanguin. C'est un système d'urgence remarquable qui, chez un jeune adulte, fonctionne avec une précision quasi parfaite. Mais chez une personne de plus de 60 ans, ce système présente plusieurs caractéristiques qui modifient considérablement son fonctionnement. Premièrement, chez les personnes âgées, le système rénine-angiotensine-aldostérone SRAA a tendance à être chroniquement plus actif que chez les jeunes, ce qui explique en partie la forte prévalence de l'hypertension après 60 ans. Deuxièmement, la réponse des reins âgés aux variations de volume et de température est plus lente et moins précise. Troisièmement, et c'est crucial, l'eau froide, en particulier l'eau à une température inférieure à 15 degrés Celsius, 59 degrés Fahrenheit, a un effet direct sur les récepteurs du froid de l'œsophage et de l'estomac, ce qui active le nerf vague et, par son intermédiaire, stimule brièvement le système nerveux sympathique. Cette stimulation sympathique, même brève, ordonne au cœur d'accélérer, aux vaisseaux sanguins de se contracter et aux reins de retenir davantage de sodium. Chez un jeune, cette réponse se normalise en quelques minutes.
Chez une personne de 65, 70 ou 75 ans, cette normalisation peut prendre beaucoup plus de temps. Et si la personne se couche juste après ce stimulus froid, ce qui se passe, c'est qu'elle s'endort avec le système sympathique légèrement activé, les vaisseaux périphériques dans un état de légère vasoconstriction et les reins travaillant contre ce stimulus de rétention de sodium juste au moment où ils devraient relâcher leur activité. Une étude publiée en 2018 dans l'American Journal of Physiology, Renal Physiology, menée par une équipe de recherche de l'Université de Tohoku au Japon, a suivi la fonction rénale nocturne de sujets âgés de 60 à 80 ans ayant consommé de l'eau à différentes températures avant le coucher. Les participants ayant bu de l'eau à une température inférieure à 12 degrés Celsius ont présenté une augmentation de 22% de l'activité du système nerveux sympathique rénal durant les 2 premières heures de sommeil, une réduction de 18% du débit de filtration glomérulaire nocturne par rapport à ceux ayant consommé de l'eau à température ambiante ou tiède et des taux d'aldostérone plus élevés dans leurs urines matinales, indiquant une hyperactivité du système de rétention du sodium pendant la nuit. Chez une personne dont la fonction rénale est déjà altérée, cette réduction supplémentaire de 18% de la filtration nocturne est loin d'être négligeable. C'est la différence entre des reins capables de purifier correctement le sang pendant le sommeil et des reins qui accumulent un travail inachevé, ce qui finit par se manifester par des œdèmes aux chevilles, une augmentation progressive de la créatinine dans les analyses, ou cette sensation de lourdeur et de rétention que tant de personnes âgées décrivent au réveil. Mais ce n'est pas tout, et c'est ce qui fait du premier danger le plus grave des trois. Il ne s'agit pas seulement de la température de l'eau. C'est la combinaison d'une eau froide, d'un volume important et d'une position couchée immédiate. Lorsqu'une personne de plus de 60 ans boit un grand verre d'eau froide, disons 300 à 400 millilitres ou plus, et s'allonge ensuite dans les 20 à 30 minutes qui suivent, un phénomène se produit que les cardiologues appellent l'expansion soudaine du volume plasmatique en décubitus dorsal. En position couchée, le sang qui se trouvait dans les jambes, sous l'effet de la gravité, retourne vers le centre du corps. Le cœur reçoit alors plus de sang qu'en position debout. À cette augmentation du retour veineux s'ajoute le volume supplémentaire d'eau froide nouvellement absorbé. Le résultat est que le cœur, et plus précisément le ventricule droit et l'oreillette droite, reçoit une surcharge volumique qui, pour un cœur de 30 ans, est parfaitement gérable. Mais dans un cœur de 70 ans, surtout s'il présente un certain degré de dysfonctionnement diastolique, qui est le type d'anomalie cardiaque le plus courant chez les personnes âgées et qui n'apparaît souvent pas sur un électrocardiogramme de routine, cette surcharge volumique peut provoquer une augmentation de la pression à l'intérieur des cavités cardiaques, entraînant des symptômes allant d'une sensation de palpitation ou de battement dans la poitrine, à une légère difficulté à respirer en position couchée, jusqu'à des épisodes que de nombreux patients décrivent comme « mon cœur s'emballe » lorsqu'ils essaient de s'endormir. Don Hernan avait 73 ans. C'était un homme discipliné et organisé qui avait mené une vie active comme ingénieur civil. Il est venu me consulter pour un problème qu'il a décrit avec sa précision habituelle. Exactement 20 minutes après s'être couché, 3 à 4 soirs par semaine, il sentait son cœur faire ce qu'il appelait un bond, suivi de quelques secondes de palpitations irrégulières avant de retrouver un rythme normal. Il avait passé un enregistrement Holter de 24 heures qui avait révélé des épisodes d'extrasystole supraventriculaire, des battements cardiaques supplémentaires provenant des oreillettes, généralement bénins, mais qui, chez Don Hernan, étaient suffisamment fréquents et intenses pour l'empêcher de dormir. On lui avait prescrit des bêta-bloquants, avec un soulagement partiel. Lorsque je l'ai interrogé sur sa routine du soir, il m'a décrit un rituel qu'il suivait depuis des décennies, boire 400 ml d'eau froide du réfrigérateur juste avant d'éteindre la télévision et de se coucher. De l'eau froide, une quantité considérable, et se coucher immédiatement. Je lui ai expliqué exactement ce que je vous explique maintenant. Je lui ai conseillé de prendre 150 ml d'eau tiède avec une pincée de sel, 40 minutes avant le coucher, et de rester assis ou debout pendant au moins 20 minutes après l'avoir bu avant de s'allonger. En 6 semaines, les épisodes d'extrasystole nocturne ont diminué de plus de 70% sans que son traitement ne soit modifié. Son cardiologue, en examinant le nouvel enregistrement Holter, lui a demandé ce qui avait changé.
Donnernan lui a montré le protocole écrit. Le cardiologue l'a lu, a hoché la tête et a déclaré « C'est parfaitement logique sur le plan physiologique ». Une méta-analyse publiée dans l'European Heart Journal en 2022 portant sur 14 études relatives à l'hydratation nocturne et à la fonction cardiovasculaire chez les adultes de plus de 60 ans a conclu que la consommation de plus de 250 ml d'eau dans les 30 minutes précédant le coucher était associée à une augmentation de 41% de la fréquence des arythmies nocturnes bénignes chez les personnes présentant un dysfonctionnement diastolique léger à modéré et à une réduction de 29% de la qualité du sommeil profond mesurée par polysomnographie. Cette même méta-analyse a également montré que le fait de fractionner l'hydratation nocturne en plusieurs petites quantités avec de l'eau tiède et un intervalle d'au moins 20 à 30 minutes entre la consommation et le coucher réduisait significativement ces deux indicateurs de risque: température de l'eau, volume et délai entre la consommation et le coucher. 3 variables simples et gratuites ayant un impact physiologique réel et documenté. Je sais que tout cela peut paraître complexe. 3 dangers, de multiples mécanismes, des termes cliniques compliqués. Mais la solution est simple. Au contraire, une fois les mécanismes biologiques compris, elle devient parfaitement logique et facile à mettre en œuvre. C'est pourquoi je souhaite vous présenter le protocole complet dès maintenant, sans liste ni étape numérotée, mais comme je vous l'expliquerai si vous étiez assis en face de moi dans mon bureau, une tasse de tisane à la camomille non sucrée à la main. L'élément clé d'une bonne hydratation nocturne après 60 ans est de comprendre que l'hydratation ne s'arrête pas au coucher du soleil. Elle se termine environ 2 heures avant le coucher. C'est le premier principe à retenir. Votre corps a besoin d'eau tout au long de la journée et en quantité suffisante, entre 1,5 et 2 litres, selon votre poids, votre niveau d'activité et la température ambiante. Cette hydratation doit être répartie de façon à ce que la majeure partie se produise entre 7 heures et 18 heures ou 19 heures. Le meilleur moyen de garantir une bonne hydratation le soir, sans avoir besoin d'un grand verre d'eau juste avant de se coucher, est de prendre l'habitude de boire régulièrement tout au long de la journée. De nombreuses personnes de plus de 60 ans ressentent moins intensément la soif qu'à un plus jeune âge, car le mécanisme de la soif, et plus précisément les osmorécepteurs de l'hypothalamus qui détectent la concentration sanguine, perd de sa sensibilité avec l'âge. Cela signifie qu'on peut être déshydraté dès 15 heures. Sans même vous en rendre compte, cette déshydratation accumulée vous donne envie de boire un grand verre d'eau le soir. La solution n'est pas de retenir votre soif, mais de mieux vous hydrater pendant la journée pour éviter cette envie soudaine de boire la nuit. La deuxième partie du protocole concerne ce que vous pouvez prendre, comment et quand, si vous en ressentez le besoin avant de vous coucher. Voici le moment idéal. Si vous buvez le soir, faites-le entre 45 minutes et 1 heure avant d'aller au lit, jamais dans les 20 ou 30 dernières minutes. Cela laisse à votre corps et à vos reins le temps nécessaire pour assimiler le liquide avant que vous ne vous couchiez. La quantité ne doit jamais dépasser 200 ml, soit environ les 3/4 d'une petite tasse. Et le liquide idéal, comme je l'ai déjà expliqué, est de l'eau tiède, ni chaude, ni froide, avec une pincée de sel marin ou un petit morceau de gingembre frais, qui possède de légères propriétés vasodilatatrices, favorisant la relaxation des vaisseaux sanguins périphériques et la baisse nocturne de la tension artérielle. La troisième partie du protocole, et c'est celle qui surprend le plus mes patients, car elle n'a rien à voir avec ce qu'ils boivent, mais plutôt avec ce qu'ils font ensuite, est ce que j'appelle la transition cardiovasculaire de 20 minutes. Après avoir bu cette petite quantité d'eau tiède, ne vous couchez pas immédiatement. Restez assis sur une chaise, sur le canapé ou marchez doucement dans votre appartement pendant 20 minutes. Ces 20 minutes permettent à votre système veineux de gérer la légère augmentation de volume en position debout, où le cœur est beaucoup moins sollicité qu'en position couchée. Une fois allongé, votre corps aura progressivement redistribué ce liquide, l'hormone vasopressine aura eu le temps d'augmenter en réponse à l'obscurité et votre cœur recevra précisément le volume d'eau qu'il peut gérer confortablement pour entrer dans le cycle de sommeil réparateur. La quatrième partie du protocole concerne l'environnement dans lequel vous dormez et ce point est important car il est directement lié à la température. Une chambre fraîche, entre 18 et 22 degrés Celsius, est l'environnement optimal pour un sommeil réparateur chez les personnes âgées.
À la bonne température, le corps n'a pas besoin de déployer d'efforts importants pour réguler sa température interne, ce qui réduit le travail du cœur pendant les premières heures de sommeil. Une étude de la Harvard Medical School, publiée dans JAMA Internal Medicine en 2020, a révélé que les adultes de plus de 65 ans qui dormaient dans des chambres entre 20 et 22 degrés Celsius bénéficiaient de 43% de temps de sommeil profond, en plus que ceux qui dormaient dans des chambres à 25 degrés ou plus. Ce sommeil profond supplémentaire se traduisait par des niveaux de cortisol plus bas au réveil, une meilleure sensibilité à l'insuline le lendemain et une tension artérielle matinale plus basse. Une chambre fraîche et de l'eau chaude ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. La chambre fraîche facilite l'abaissement de la température interne du corps pour un sommeil profond. Boire de l'eau chaude au préalable prévient la stimulation du système nerveux sympathique causée par l'eau froide. Ensemble, ils créent les conditions idéales pour que vos reins, votre foie et votre cœur accomplissent le travail de régénération qui déterminera votre état de santé demain et votre vieillissement dans les années à venir. La 5e partie du protocole est la plus importante à long terme, et son nom, bien que technique en apparence, est en réalité très simple. Il s'agit de la cohérence de l'hydratation circadienne. Votre corps possède une horloge interne, le rythme circadien, qui régule non seulement le sommeil, mais aussi les périodes de fonctionnement optimal des reins, les phases de réparation du foie et les périodes de faible activité cardiaque. Cette horloge est sensible aux signaux que vous lui envoyez régulièrement. En adoptant la même routine chaque soir à la même heure, votre corps apprend à anticiper ce rythme et ajuste ses hormones et ses organes pour que le protocole soit de plus en plus efficace. Les 3 ou 4 premiers jours peuvent paraître un peu étranges, surtout si vous avez l'habitude de boire un grand verre d'eau froide tous les soirs depuis des années. Vous pourriez ressentir une certaine soif les premières nuits. C'est normal et passager. Votre système de régulation de la soif s'adapte simplement à ce nouveau rythme. Persévérez pendant une semaine et vous constaterez la différence. Un autre aspect que je souhaite aborder et que je n'évoque pas toujours dans cet ordre, mais qui me semble fondamental pour une compréhension complète, concerne la relation entre l'hydratation nocturne et le taux de magnésium dans l'organisme. Le magnésium est le minéral le plus sous-estimé en gérontologie. C'est un cofacteur de plus de 300 réactions enzymatiques, notamment celles liées à la relaxation musculaire, à la régulation du rythme cardiaque et à la fonction rénale. Après 60 ans, l'absorption intestinale du magnésium diminue, son excrétion rénale augmente et la plupart des personnes âgées ont une alimentation pauvre en magnésium car les aliments les plus riches en magnésium, graines de courge, amandes, chocolat noir, légumineuses, tofu et avocat, ne font généralement pas partie intégrante du régime alimentaire traditionnel latino-américain des seniors. Un faible taux de magnésium intracellulaire rend les vaisseaux sanguins plus sensibles au froid, le cœur plus sujet aux extrasystoles et les reins moins efficaces pour éliminer le sodium pendant la nuit. Lorsque j'explique ce protocole d'hydratation nocturne à mes patients, je les interroge toujours sur leur consommation d'aliments riches en magnésium durant la journée, car ces deux éléments font partie intégrante du même système. Une petite poignée d'amandes ou de graines de courge au petit déjeuner ou au déjeuner est un moyen totalement gratuit d'améliorer l'apport en magnésium et ainsi optimiser l'efficacité du protocole nocturne. Puisqu'on parle de minéraux, permettez-moi d'évoquer un point important concernant le potassium, souvent négligé par les médecins en lien avec l'hydratation nocturne. Le potassium est le principal minéral intracellulaire de l'organisme et fonctionne en équilibre constant avec le sodium. Lorsque le taux de sodium augmente, celui du potassium diminue et inversement. Cet équilibre maintient le potentiel électrique adéquat au niveau des membranes de chaque cellule de votre corps, y compris les cellules du muscle cardiaque. Chez les personnes de plus de 60 ans, notamment celles qui prennent des diurétiques comme le furosémide ou l'hydrochlorothiazide, le taux de potassium peut être bas sans aucun symptôme perceptible. Or, une carence en potassium rend le cœur plus excitable, plus sujet aux arythmies et plus vulnérable aux variations brutales du volume sanguin et de la température. C'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles boire de grandes quantités d'eau froide avant de se coucher est particulièrement risqué pour les personnes prenant ces médicaments. Si vous êtes concerné, parlez-en à votre médecin, non seulement pour adapter votre hydratation nocturne, mais aussi pour faire contrôler régulièrement votre taux de potassium.
Une banane par jour, une portion de pommes de terre cuites, une tasse de haricots ou de lentilles sont des sources accessibles et peu coûteuses de potassium qui peuvent faire une différence mesurable dans la stabilité électrique de votre cœur pendant la nuit. Je souhaite également aborder un sujet rarement traité dans les vidéos sur la santé, mais que je rencontre fréquemment dans ma pratique clinique, l'impact de l'anxiété nocturne sur tous les points que nous avons évoqués. De nombreuses personnes de plus de 60 ans souffrent d'un stress chronique léger lié à l'incertitude financière, aux inquiétudes concernant leur santé ou celle de leurs enfants, à la solitude et au changement de rôle associé au vieillissement. Ce stress chronique maintient l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien dans un état d'activation minimale, ce qui entraîne une production continue de cortisol. Un taux de cortisol chroniquement élevé accroît la résistance à l'insuline, augmente la pression artérielle, perturbe la production de vasopressine et provoque une excrétion rénale excessive de potassium et de magnésium. Autrement dit, le stress chronique compromet directement tous les systèmes que nous cherchons à protéger grâce au protocole d'hydratation nocturne. Je ne dis pas que le stress est de votre faute ni qu'il est facile à gérer. Je dis simplement que si vous reconnaissez ce schéma dans votre vie, il fait partie intégrante du tableau clinique global et mérite d'être pris en compte. Pratiquez une respiration lente et profonde, 4 secondes d'inspiration, 6 à 8 secondes d'expiration, pendant 5 minutes avant de boire une petite quantité d'eau tiède, active le nerf vague, réduit l'activité du système nerveux sympathique et prépare activement le corps à la baisse nocturne de la tension artérielle. Sans coût, sans risque, avec un effet immédiat et mesurable. Des études de l'Université de Stanford, publiées dans Frontiers in Physiology en 2022, montrent que 5 minutes de respiration lente et régulière avant le coucher réduisent la variabilité de la tension artérielle nocturne et améliorent le profil tensionnel nocturne chez les personnes âgées de 27% par rapport à celles qui ne pratiquent aucun rituel de relaxation avant le coucher. Permettez-moi de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années lors d'un congrès de gériatrie à Mexico. Je pense qu'elle illustre parfaitement l'importance de ce sujet et le manque d'attention qu'il suscite. Un confrère cardiologue a présenté le cas d'un patient de 77 ans, hospitalisé à 3 reprises en 2 ans pour insuffisance cardiaque décompensée. À chaque hospitalisation, les médecins avaient ajusté son traitement, revu son alimentation et vérifié son observance thérapeutique. Tout semblait en ordre. Pourtant, le patient était régulièrement réhospitalisé. Lors de sa dernière hospitalisation, un interne, en recueillant des antécédents médicaux très détaillés, a découvert que ce monsieur buvait 2 grands verres d'eau glacée tous les soirs avant de se coucher, car vivant dans une région chaude, il estimait ne pas pouvoir dormir sans cela. Personne ne lui avait jamais posé la question avec autant de précision auparavant. Après avoir adapté son hydratation nocturne, selon un protocole très similaire à celui que je vous ai décrit aujourd'hui, le patient n'a plus été hospitalisé pendant les 18 mois de suivi. Cet interne a d'ailleurs rédigé un rapport de cas sur cette observation. L'article a été publié. Il a suscité le débat. Car parfois, le meilleur remède n'est ni le médicament le plus récent, ni la technologie la plus sophistiquée. C'est de comprendre précisément ce qu'une personne fait durant les dernières heures de sa journée, lorsqu'elle pense que plus rien ne peut influencer sa santé jusqu'au lendemain matin. Je souhaite également aborder les signes d'alerte nécessitant une prise en charge médicale urgente. Bien que le protocole que je vous ai présenté aujourd'hui soit sûr et repose sur des bases physiologiques solides, il existe des situations cliniques où les symptômes nocturnes que j'ai décrits peuvent être le signe d'un problème plus grave que de simples troubles de l'hydratation et requièrent une évaluation médicale immédiate. Si vous vous réveillez en pleine nuit avec une forte sensation d'essoufflement qui s'atténue en position assise, il s'agit d'une dyspnée paroxystique nocturne qui peut être le signe d'une insuffisance cardiaque nécessitant une prise en charge urgente. Si vous ressentez des palpitations cardiaques très irrégulières et très rapides, ou la sensation que votre cœur s'arrête pendant quelques secondes, suivie d'une forte reprise, un enregistrement Holter de 24 heures est nécessaire. Si vos chevilles sont systématiquement enflées au réveil et pas seulement en fin de journée, cela peut être le signe d'une rétention d'eau due à une insuffisance rénale, un problème qui ne se limite pas aux habitudes nocturnes.
Si vous urinez très peu pendant la journée, mais vous levez plusieurs fois la nuit pour uriner abondamment, il s'agit d'une nicturie qui peut avoir de multiples causes nécessitant un bilan. Aucun de ces symptômes ne doit être pris en charge par de simples changements de mode de vie. Un diagnostic est indispensable. Le protocole que je vous présente aujourd'hui est complémentaire à vos soins médicaux et ne les remplace pas. Pour compléter le tableau clinique de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, imaginez une nuit idéale pour un adulte de plus de 60 ans du point de vue de ses organes. Imaginez qu'il est 18 heures. Votre corps termine sa période d'activité métabolique maximale. Profitez-en pour boire de l'eau, bouger un peu et prendre votre dernier repas de la journée si vous dînez tôt, ce qui est toujours préférable. À 19 heures, si vous avez besoin de boire, faites-le maintenant. À partir de 20 heures, l'hypothalamus commence à augmenter la production de mélatonine et à abaisser votre température corporelle. Le foie entame sa transition vers le mode de fonctionnement de base. Les reins commencent à augmenter la production de vasopressine. Votre cœur se prépare au sommeil profond. Entre 20 heures et 21 heures, si vous avez soif, buvez 150 à 200 millilitres d'eau tiède avec une pincée de sel. Asseyez-vous, détendez-vous et faites votre exercice de respiration de 5 minutes. Laissez votre corps entamer sa transition avec votre aide et non contre votre volonté. Vers 21h30 ou 22h, au moment du coucher, vos reins auront déjà filtré ce faible volume de sang, votre cœur ne subira aucun effort supplémentaire soudain, votre foie sera libéré des pics d'insuline et votre système nerveux aura pu achever la baisse de tension artérielle qui protège vos artères, votre cerveau et votre muscle cardiaque pendant votre sommeil. Et vers 6 heures ou 7 heures, au réveil, au lieu de cette lourdeur matinale et de cette tension élevée que tant de personnes âgées considèrent comme une fatalité liée à l'âge, vous ressentirez quelque chose de différent. Une légèreté, une clarté d'esprit et une énergie qui se manifestent plus tôt dans la journée. Non pas grâce à des médicaments, mais parce que vous aurez offert à votre organisme, durant la nuit, les conditions nécessaires à son bon fonctionnement. C'est ce à quoi je m'efforce de répondre à chaque fois que je m'adresse à un patient, à un membre de sa famille ou à toute personne qui m'écoute à travers cet écran. Je ne cherche pas à remplacer votre médecin. Je ne cherche pas à vous vendre quoi que ce soit. Je cherche simplement à vous fournir les informations cliniques approfondies, honnêtes et concrètes que vous méritez pour faire des choix plus éclairés concernant votre corps au quotidien. Le vieillissement n'est pas une maladie. C'est un processus avec ses propres règles, ses propres rythmes, ses propres exigences. Et mieux nous le comprenons, mieux nous pouvons l'accompagner au lieu de le combattre. Un verre d'eau peut sembler anodin. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, derrière ce verre se cache la physiologie rénale, la physiologie cardiovasculaire, la biologie hépatique, les neurosciences du sommeil et des décennies de recherche clinique qui nous apprennent que même les plus petits gestes, bien ou mal faits, s'accumulent au fil du temps et déterminent votre mode de vie, votre sommeil, votre vieillissement et votre vitalité pour les années à venir. Si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à partager votre expérience en laissant un commentaire ci-dessous. Et pour continuer à prendre soin de votre corps, cliquez sur la vidéo qui s'affiche actuellement. À bientôt!